c'est quelque chose qui vient de loin, dans le sens où moi j'ai toujours voulu écrire en fait une espèce de saga de l'immigration. Au fond, ce qui m'a toujours interpellé, c'était, tiens, c'est marrant, nos arrière-grands-parents ont fait 14-18, nos grands-parents, la guerre de 40, nos parents ont construit la France, nous-mêmes avons interpellé la République quand la gauche est arrivée au pouvoir en criant égalité des droits, etc. Et au bout de ce siècle, le sentiment de ne jamais exister dans le récit français. Nous n'existons pas dans l'histoire de France, et on n'existe pas dans le récit français. Et donc, il va falloir que nous-mêmes, gens de l'immigration, on écrive en quelque sorte une histoire parallèle, comme pour dire, raconter aux Français une histoire de Français. Et donc la motivation, c'était celle-là, c'était bon, mais nous, on va vous raconter l'autre histoire de France, dans laquelle on s'intègre, nous. Donc c'est ma mère qui déclenche tout, quand très vite, elle oblige mon père à parler français à la maison. Ouais. Autant des tas de familles interdisaient le français parce que c'est la langue du colonisateur, de l'ennemi, du blanc, de l'oppresseur. Donc parler français dehors, ici, on bloque. Et ma mère, pas du tout. Si je veux que mes mômes aient une place dans cette société, on va parler français. Et elle s'est mise à parler français, d'où ces histoires que je raconte, où elle nous imprègne comme si elle, de son français à elle, comme si elle se l'était accaparée. Et donc très vite on se retrouvait môme, on allait chez l'épicière, on disait je voudrais 1 kilo de pommes de terre. Et l'épicière, ah, elle sentait que c'était la dérive. C'est des pommes de terre, on dit pommes de terre, pas pommes de terre. Et pareil pour les gorgettes et les poireaux. Et puis après, le fameux sketch que je raconte, quand elle nous regarde en nous disant, tu vas à la sécurité, tu montes sur un étage et tu vas tenir cacher les disserts. Et elle est dans la conviction de parler français, et nous, on a l'impression qu'elle est vraiment étrangère. Et mais, ça voulait dire qu'au fond, elle était, quand elle a décidé de parler français, c'est là que tu es français. Parce que tu te dis, c'est la langue de la vie, la langue du boulot, la langue de l'avenir, et la langue de la lumière, puisque ne pas avoir de langue, c'est être dans l'obscurité. Ben, il y a déjà la honte, parce qu'on sent que c'est une langue des misérables. On sent que c'est une langue sans issue. Et donc, on est môme et on sent que tout ça ne va pas, quoi. Et à la fois la tessiture des cheveux, la couleur de la peau, le nom de famille, le fait d'être algérien, donc qui indique une identité négative, puisque la France nous projette comme des indigènes dans son imagerie. Et on rajoute la pauvreté à tout ça. Et donc, le rapport qu'on a à la langue, c'est non seulement c'est un rapport à la honte, mais en plus, avec des parents qui nous expliquent que la langue de la lumière, celle de la modernité, celle de l'espoir, c'est la langue française. Donc nos parents sont convaincus de ça. Le kabyle, c'est pour dire fais-moi des gâteaux, le truc culinaire d'intérieur, le petit quotidien. Donc l'imagerie de la montagne berbère, c'est le petit âne dont on se sert pour aller chercher de l'eau, la faux pour faucher le blé. Donc c'est voilà. Dans la langue, il y a une imagerie misérable. Et donc mes parents commençaient à la nier et nous-mêmes, elle finit par disparaître. Moi, le kabyle, je ne l'ai réappris qu'à l'âge adulte, en revenant en Algérie, par la volonté de me réapproprier artificiellement quelque chose. Et donc, effectivement, on se retrouve dans quelque chose de schizophrénique, parce que moi, qui suis porté par ma mère pour entrer dans l'érudition, un beau jour, j'entre dans ma rue en utilisant un passé simple. Les copains me regardent et me disent « Eh, mais t'es français, PD !» Et parce que je m'étais
voilà, je m'étais plié à la langue du blanc, du colonisateur, de l'oppresseur. Et eux non, parce qu'ils n'avaient pas eu, eux, accès au code. Et que moi, par un parcours singulier, j'ai eu accès au code. Bon, au départ, je me suis projeté tout de suite dans la chanson. Donc, j'ai pas eu un tiraillement quand j'ai commencé à écrire des chansons. Il n'y a pas eu un tiraillement avec une autre forme d'écriture, genre roman ou autre. Et alors, l'écriture de la chanson, pour moi, en réalité, on m'a attribué un rôle de scribe. Mais je ne me suis pas dit, je vais moi être celui qui écrit les textes de Zebda. Je voulais bien écrire quelques textes qui me parlaient à moi. Et puis, au fil du temps, ils m'ont en quelque sorte attribué ce rôle de scribe, parce qu'ils se disaient, bon, t'écris mieux que nous, donc vas-y. On avait, nous, un comité central qui donnait la ligne à suivre. Et donc, au-dessus de Zebda, il y avait comme une espèce de commandement qui disait, tu dois aborder ces thèmes-là, parce que vous devez être politique. Et donc, il y a eu un postulat idéologique avant le postulat artistique. Et donc, je me suis mis à écrire en fonction de thématiques ordonnées par là-haut, parce qu'on était des combattants, on se devait d'être dans la lutte des classes, dans la défense des minorités, des combats féministes, ouvriéristes, etc. Et donc, il m'a fallu, moi, mettre une espèce de dentelle dans ce combat, une poétique politique. Et alors, je ramenais mes textes et j'étais jugé. On me disait non, là tu n'utilises pas assez de second degré, ton thème est trop sombre, tu dois y rajouter un peu d'humour, ou tu as trop d'humour, il faut mettre une lourdeur pour bien signifier la thématique. Et je rentrais chez moi, je faisais mes corrections jusqu'à ce que je corresponde à la ligne du parti politique. Donc ça, c'était l'écriture collective. Et par exemple, j'avais beaucoup commencé avec du jeu. Et puis on m'a dit, t'es pas chez ta mère. Et donc il a fallu utiliser le on. Et donc je me suis constitué j'ai fabriqué une écriture collective qui devait concerner tout le monde. Donc j'ai zappé l'intime, j'ai zappé le personnel, je suis rentré dans les combats sociétaux, qui étaient beaucoup plus ouverts. Et donc voilà, en utilisant le pronom qu'il faut, et c'est vrai que le combat politique va bien au collectif, alors que le chagrin d'amour le fait moins. Et dans la littérature, évidemment, là j'ai trouvé une liberté de ton, et j'ai essayé de récupérer tout l'intime qui m'a manqué pendant toutes ces années où je suis resté quelqu'un de frustré parce que je voulais faire parler quelque chose de perso. Mais le perso est tabou dans la cause. J'ai envie, moi, de garder une ligne d'équilibre entre l'auteur et ce qu'il projette dans son travail. Moi, je sais que, par exemple, je ne suis pas prêt à sacrifier les miens au nom d'une belle idée esthétique, au nom d'une belle idée théorique, de toute façon. Et certains artistes se sacrifient tout au nom d'une belle idée. Moi, je sais que je préfère sacrifier la belle idée, l'œuvre, et dans ma réalité, être au plus proche d'une belle idée réelle. Et souvent, c'est l'un aux dépens de l'autre, et ça marche rarement ensemble. Alors, est-ce qu'il existe des artistes qui soient aussi dignes dans le réel que dans leurs œuvres? Voilà, la question est posée.